Bonsoir. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter quelques amis écrivains. Et même s'ils n'étaient pas mes amis, ils sont de très bons écrivains et de très bons passeurs de l'écriture et de la littérature, de son rôle de médiation et de son rôle de stimulation de l'imagination. Le titre de cette soirée, c'est « Sur les chemins ». Et ce titre donne une image simple et diverse des parcours de nombre de nos écrivains aux prises entre identité et altérité, à commencer par Rousseau, qu'évoquera Claude Dourguin dans sa lecture récit. Mais nous avons aussi, et c'est une de nos grandes lignes de force, de nombreux écrivains pour lesquels la route a été le grand moteur de leur œuvre. À commencer par Rousseau, donc, mais aussi un Ramus, dont les personnages marginaux sont éveillés à la vraie vie par la curiosité naissant de ce ruban blanc et vide. Et un de ces laissés-pour-compte de la vie dont Ramus s'est tellement plu à décrire l'éveil, la route et aller dessus, s'écriait l'un d'eux. Donc la route est brusquement l'idée de partir. Elle est propre à cette émotion créée par ce qu'était, dans les temps d'autrefois, mais pas si vieux, la route. Pour Gustave Roux, les bords des routes, fleurs et herbes des talus, sans oublier la poussière, réunissent tous les mystères et les dons de la vie. D'ailleurs, une phrase assez émouvante que Jacotet a découvert dans un agenda de Roux disait « La route, ma seule patrie ». Quant à Saint-Grillat, c'est en vélocipédiste qu'il en fait l'éloge et la marie aux ponts et aux rivières. Et Bouvier, avec sa Topolino, fait les hautes routes, les passages et l'école les plus trapus, à la recherche des musiques du monde. Ce sont ces trois grands écrivains que tous les écrivains ici présents connaissent, estiment et aiment, qui nous permettent de les introduire ici. Claude Dourguin, David Bosc et Joël Vernet, tous voyageurs, ont pris le relais pour nous faire connaître les voies contemporaines que peuvent prendre paysages et rencontres liés au déplacement dans l'espace. Paysages, rencontres, déplacements sont les mots-clés de ce qu'offrent les voyageurs dans cette entreprise de décalage qu'est la leur. J'ai emprunté à Julien Gracq le titre de la soirée, « Sur les chemins ». Julien Gracq a écrit un livre magnifique, c'est « Les carnets du grand chemin ». Et en intitulant ainsi « Les carnets du grand chemin », il donne une pleine expansion à ce sujet et permet d'écarter d'un coup d'œil les frontières, les compartiments, les barrières. En ouverture à son livre, il en dit à la fois l'amplitude et l'humaine universalité. Je le cite. Le grand chemin auquel se réfèrent les notes qui forment ce livre est, bien sûr, celui qui traverse et relie les paysages de la Terre. Il est aussi quelquefois celui du rêve, et souvent celui de la mémoire, la mienne, et aussi la mémoire collective, parfois la plus lointaine, l'histoire, et par là il est aussi celui de la lecture et de l'art. Vous voyez comme pour lui, la route, le voyage, le déplacement, permet d'intégrer absolument toutes les étapes de la vie et de la culture, du passé jusqu'à aujourd'hui, de la première petite vie à la grande mort. Partager, je poursuis la citation de Julien Gracq, partager entre l'anticipation et le souvenir, il me semble ne m'être pratiquement jamais absenté d'un univers à 4 dimensions. Les 3 voix de cette soirée vont faire entendre chacune avec ses harmoniques un moment de la partition polyphonique du monde que les écrivains voyageurs nous apprennent à lire, à goûter et à comprendre. Nos 3 écrivains de ce soir ont encore un point commun, non seulement parce qu'ils sont français, mais surtout parce que tous aiment la Suisse, le pays, certes, le petit pays, mais surtout les voix qui le caractérisent, et plus particulièrement aujourd'hui, dans le monde contemporain. Tous ont une estime particulière pour Gustave Roux, par exemple, qui représente ce que notre identité a de plus subtil, de plus fort et de plus affirmé.
La montagne est peut-être aussi la cause de ces égards pour la Suisse, de même que l'idée de traverser, comme l'indiquait Gracq, mais comme Roux l'exprimait de manière très singulière à chaque visite chez lui. Pour chacun d'eux, donc, les affinités, les échanges, les conversations, les œuvres permettent de vrais dialogues entre Suisses et Français, barrières toutes tombées, et construisent ainsi d'autres échelles des valeurs et répondent par leurs œuvres à celles des poètes suisses romans. Si bien que, en parlant avec eux et en lisant leurs œuvres, sont effacés les adjectifs très ennuyeux de Suisse ou de français ou de roman. Je vais leur donner la parole parce que je prends du temps sur eux et c'est eux qui sont venus là pour vous parler. Je vais d'abord présenter Claude Dourguin, qui est connu pour ses voyages, mais aussi pour ses études critiques, notamment de Julien Gracq, et pour tout son parcours de paysages, mais aussi de musées, de villes, de montagnes, de distances infinies. Je vous donne simplement quelques-uns de ces titres qui vous donneront l'amplitude de son imaginaire d'écrivain. Ville sainte, ou bien la lumière des villes, la forêt périlleuse, un royaume près de la mer, les nuits vagabondes, Laponia, chemins et routes, et celui qui est en bas, ciel de traîne chez Corti. Ses travaux littéraires, comme vous le voyez, sont nombreux et marient de manière tout à fait personnelle la marche, la circulation, les buts que l'on se fixe pour marcher, c'est-à-dire quelques villes saintes, par exemple, ou quelques musées pour aller voir quelque chose de très précieux et de nécessaire. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, elle va parler de quelque chose qui n'est pas un livre encore. Elle va parler de Rousseau et de la manière dont elle a connu Rousseau. Je vous lui laisse la parole. Je pense que je ferai la coupure après chacun pour ne pas ajouter et surajouter. Alors je lui laisse la parole. Merci. En essayant de ne pas lui prendre ses pages. Non, par exemple, c'est tout ce que je peux faire. Merci beaucoup. En fait, maintenant, il fait trop chaud. Ah, j'ai un peu bougé ton lutrin. Mon lutrin, je n'ai pas approprié le matériel. N'est-ce pas? Ça serait très anti-rousseauiste. Commencer par une appropriation. Bon, je vais essayer de ne pas le perturber. Voilà. Oui, ça se trouve. Voilà. Ah oui, non, j'ai enfin compris. Non, c'est parfait. Ça y est, je pensais que tout était solidaire, mais pas bon. Mesdames, Messieurs, mes amis, je vais feuilleter devant vous un album de famille, dans tous les sens de ce dernier terme, le mien, avec curiosité et émotion, parce que je n'en possède pas, n'en ai jamais possédé, il n'en a jamais eu chez moi, et que le regard dans le rétroviseur, celui que Claudel appelait le regard de la banquette arrière, ne m'est pas familier du tout, au contraire, que je le soupçonne et m'en abstiens, préférant avoir l'œil sur l'horizon. Mais voici que vous m'y avez amené, m'invitant à évoquer mes chemins, ici, en cette maison, pour ainsi dire, sous le vocable de Rousseau. J'ai soudain pris conscience du rôle qu'il a joué dans la formation d'une sensibilité et d'une manière d'être au monde. Certes, je savais, de longtemps avait affirmé l'importance intellectuelle de Rousseau pour moi. Son parti était le mien. Mais voici que je réalise combien et comment il a donné à une vie certaines de ses couleurs fondamentales. Vous savez ce que c'est, ce qui a entouré une enfance, une adolescence, qui nous fut offert, nous n'y pensons pas, nous le trouvons naturel. Il faut parfois le recul de beaucoup d'années pour en apprécier le don, en mesurer la portée, l'importance.
Et il me plaît assez que cette découverte ne soit pas le résultat d'une analyse rétrospective avec son volontarisme, d'une anamnèse plus ou moins laborieuse, mais le fruit d'une circonstance amicale et conviviale. Aussi, plutôt que de lire, vais-je reconnaître ici et là, comme on le fait sur des images, les traits d'une filiation. Une forêt avec des blocs de grès, ça et là, de beaux chênes rouges, des hêtres au fût lustré, des châtaigniers, des sous-bois de bruyères cendrées que nous allions cueillir. La mer de sable en clairière étrange aux portes de Paris. Quelques-unes des vignettes remontées de la prime enfance. Un peu plus tard, voici celle des étangs dits du désert, les échappées de plan en plan, une grâce sauvage, la partie du domaine de Girardin, transformée en parc par René-Louis de Girardin sur l'inspiration de la nouvelle Héloïse. Et cette fois, le parc murmurait le nom de Rousseau. J'ai vu la cabane qu'il avait aménagée, étonné, quoi, je n'étais pas seul avec Robinson Crusoe pour en construire. Un grand écrivain aussi pouvait en avoir le goût. Il y avait aussi l'île des Peupliers où il avait son tombeau. Plus tard, ces promenades qui mettaient les jours sous la mûre des songes se sont enrichies, traversées d'autres souffles. La forêt d'Ermenonville appartient aux Valois, cette région d'Île-de-France, pour toujours associée à Gérard de Nerval. Cette forêt s'étend au nord de Paris, jusqu'à la petite rivière Nonette, et au sud jusqu'à Mortefontaine, dont les noms font battre le cœur de tout amoureux de Sylvie. Ces années que l'on dit de formation ont mûri pour moi sur les parcours mêlés de Rousseau et de Nerval, que l'histoire littéraire, elle aussi, met en secrète parenté affective, en les désignant eux seuls, je crois, par leurs prénoms, Jean-Jacques et Gérard. Ainsi, sans y penser, parce que j'en aimais les lumières, leur douceur voilée, leur paysage de forêt et d'étang, le mélange d'eau, de riches verdures et d'échappées lointaines, rejoignant ces chemins, je marchais en littérature. Et ce plein pied, cette familiarité, donnait à la vie dans sa jeunesse la substance spirituelle dont elle avait besoin, qui allait l'orienter. Les hasards de l'implantation familiale nous faisaient habiter en lisière même de Montmorency, au lieu de la vie de Rousseau s'il en fut. Les habituelles promenades, dont la régularité à peu près par tous les temps, toute l'année, avait été établie comme principe d'hygiène mentale et physique indiscutable. Peut-être d'ailleurs ma mère en avait-elle trouvé la source chez Rousseau, elle qui, autodidacte, avait voulu lire l'Émile avant ma naissance, je ne sais. Ces promenades donc nous menaient, lorsqu'elles ne conduisaient pas en forêt de Chantilly, d'Ermenonville, faute de temps suffisant, nous menaient toujours à Montmorency. Nous partions à pied de la maison, montions au long de la vieille route que les hauts murs de pierre assombrissaient. Derrière, de grands arbres superbes, délivrés de l'élagage, offraient leur mystère. Si les heures nous étaient favorables, nous rejoignions la forêt de Montmorency, passions la journée sur les sentiers, comblés nous aussi par l'aspect sauvage qu'évoque une lettre à M. de Malesherbes. Ou, plus souvent, nous allions au village. Mi-sentier, mi-ruelle, un passage qui parlait de fin fond de province, toujours silencieux et désert, faisait grimper à la première étape obligée, la collégiale Saint-Martin. Sur son parvis en proue, la vue s'étendait au loin, l'œil imaginait là les vergers, les champs, que le regard de l'hôte de l'Ermitage avait souvent contemplé. Quelques zigzags de petites rues plus loin en faisaient atteindre une autre, toute simple et rustique, qui faisait croire à des lieux de Paris, ville de fumée, de boue et de bruit, que dénonçait Rousseau. La façade d'une maison, que rien ne distinguait des autres, disait la seconde étape. Portail poussé, on entrait au petit Mont-Louis. Dans cette modeste maison rurale, Rousseau avait séjourné, travaillé.
C'était une maison vieillotte que les ans avaient un peu délabrée. On y voyait 2 pièces. J'aimais la chambre de Jean-Jacques avec son alcôve, ses croisées qui ouvraient sur le jardin. La cuisine carrelée de tomates, sa cheminée, ses casseroles de cuivre, ses pots, et nous avions à peu près les mêmes à la maison. Rien qui ne fût très proche. La vie, dans les gestes mêmes du philosophe, de son quotidien, pouvait reprendre ici. Pour ma part, je m'y imaginais assez. Un jour, un herbier exposé amena la vie frêle des champs à travers les siècles. J'avais moi-même, dès l'école primaire, de mon seul chef, confectionné des planches naïves, et le cartel, ici, apprenait que l'herbier présenté était celui que Rousseau avait réalisé pour une petite fille de 6 ans, dont on donnait le nom, je m'en souviens encore, Madelon. Plus que tout, c'était le jardin qui attirait, et le plus souvent suffisait à notre visite de voisinage. Car telle était bien la nature de nos rapports avec Rousseau. La familiarité sans pause ni contrainte ni convention que l'on a avec un voisin de toujours, dont on se sait proche, dont on partage bien des goûts. Le jardin du Mont-Louis, même encerclé comme il se présente de nos jours, amputé des prés qui dégringolaient les pentes, des peupliers, des bosquets, devait son charme à ses différents niveaux, à son allée de peupliers, à sa végétation indisciplinée. Le cabinet de verdure, la table, les bancs que Rousseau avait fait aménager invitaient à la contemplation. Mais ce qui plus que tout enchantait, établissait une complicité sensible, fraternelle, c'était la méchante petite dépendance à laquelle quelques marches de pierre faisaient accéder. Ancienne gloriette dans le domaine, rafistolée pour y pouvoir travailler, qu'il appelait le donjon, pièce minuscule, entre la cabane, encore, le perchoir, la tour de guet. Une petite table en son centre, et fait à sa demande, pour que le vent n'éteignît pas la chandelle, l'enveloppe de verre qu'aujourd'hui courante nous appelons photophore. Le retour faisait emprunter une petite route sombre, encore pavée. À son départ, auprès d'une porte piétonne pour donner accès de service au jardin potager installé en face, et qui en était encore un, une vieille plaque mal lisible rappelle que par là s'enfuit Rousseau en 1762, lorsque le Parlement décréta sa prise de camp. Et le cœur, à chaque passage en cet endroit désert à l'aspect vaguement clandestin, se serrait un peu au rappel de tant d'injustice. D'autres fois, été, automne, les pas menaient à la châtaigneraie. Les arbres avaient souffert, mais les fûts tordus, le relief léger, leur implantation irrégulière, donnaient au lieu l'allure d'un très vieux bois, où des générations sans doute s'étaient promenées. Dire que certains de ces arbres ont vu Rousseau, s'exclamait ma mère. Un silence suivait. Je partageais cette émotion, pleine de révérence soudain pour ces témoins dont le silence végétal conservait de tels souvenirs. À la saison, nous ramassions des châtaignes. Au retour à la maison, en fin d'après-midi, nous les faisions griller dans la cheminée. Et certes, ce n'étaient pas des châtaignes comme les autres. Ainsi, tout était lié. Dans l'évidence du quotidien, l'habitude de la marche, la promenade dans les pas et sur les lieux mêmes de Rousseau, le goût des bois, de la campagne. Les années passant, j'avais appris la vie de cheminot du philosophe. Fugueur, fuyard, éternel promeneur aussi bien. La passion du vagabondage, il se peut qu'il l'ait favorisée, sinon donnée. Suffirait bientôt de la rencontre d'un autre errant, le garçon fugueur de Charleville, pour l'embraser. Une bonne part de ma vie, la plus claire en tout cas, je l'ai passée, la passe sur les chemins, de toutes sortes. Et je souhaite, moi aussi, mourir vite quand ils me seront fermés. Ma devise est celle du poète. Aller me suffit. Rousseau parlait, lui, de sa manie ambulatoire.
Mais je voudrais bien préciser une conception, une pratique de la marche, celle de Rousseau, justement, partagée avec lui. Marcher, une disposition, sinon un état, spirituel avant tout, une attitude mentale. Parcourir cette terre et l'accueillir, s'en nourrir. Marcher, le propre de l'homme sur cette terre, aussi bien que penser. Se mettre en route, prendre la route. Nul modèle, un instinct, une injonction intérieure. Nul besoin de réfléchir, de décider longuement. Une poussée naturelle, conséquente de celle qui fit se dresser sur ses jambes pour devenir homme, être humain, entraîne à sortir, marcher, emprunter un chemin. Plus tard, on avisera de l'espace et du temps. Car il s'agit moins de marcher que de voyager à pied, perspective idéale. Éprouver le temps dans sa durée et ses instants, le chemin dans ses variantes, ses détours et ses fortunes. Inventer des itinéraires et non boucler un trajet. La solitude, avec son versant de dérédiction, va de soi. Plénière, choisie, riche, indépendante, garante d'une relation directe avec le monde. C'est elle qui assure des rencontres, chance du chemin. Rousseau savait tout cela. Jamais, crie-t-il, je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose dire, que dans les voyages que j'ai faits seul et à pied. Pour moi, rien ne m'exalte, comme la légèreté dispensée par le chemin, l'ouverture qu'il prodigue. The open road, dit l'anglais magnifiquement. La liberté merveilleuse, singulière, dont il gratifie. Enfin, hanter chemin, sentes et sentiers, mais dans une proximité immédiate avec le monde, le dehors, donne au marcheur expérience des choses concrètes. Contact gardé avec les champs du sensible lui fait vivre l'élémentaire. L'une des manières d'habiter poétiquement le monde. Évident, le goût du dehors, l'attention au lieu, à leur modulation, caractérise le marcheur voyageur promeneur. Le paysage est mon milieu, mon biotope idéal. Rien comme l'état que dépeint un passage célèbre et admirable de la 5e rêverie pour m'être plus familier. Le paysage diffuse en moi et réciproquement. Le flux vital qui me constitue s'étend au monde. Je participe de lui, sinon de l'univers. La seule sensation et le bonheur que j'en éprouve m'assurent d'être incluse dans ce vaste continuum. Le monde et moi sommes homogènes, merveille, plus de séparation, de discontinuité, temporelle aussi bien. Je vis le règne de l'étal en place de celui de l'éparpillement, du fragment. Sur les sentiers, l'appel d'un site fait s'arrêter, connaître ce que j'appelle un bord à bord avec l'univers. Prima donné à la sensation, le paysage, le lieu, le dehors est mon intimité. Continuité et suffisance. On se suffit à soi-même comme Dieu. Magnifique expression de Rousseau. Rien pour m'être plus fondateur, plus précieux que cet état, tout à la fois de détachement et de consentement. Il y a des lignées en littérature. Ce sont elles qui séparent les écrivains. Je m'inscris dans celle de l'acquiescement au monde, au dehors, dont Rousseau a témoigné, j'aimerais dire qu'il a confessé, pour moi très jeune, celle du oui au monde qui caractérise les romantiques allemands et leur communion intuitive, Nerval, Stifter, Claudel, Houchard ou Crac aussi bien, parmi d'autres. Les chemins parcourent, déclinent le proche et le lointain des pays, révèlent au sens chimique une sensibilité. La conviction que les paysages sont ceux du bonheur, ceux des Alpes entre tous, pour avoir, dès la plus petite enfance, parcouru leurs sentiers, escaladé, traversé leurs glaciers, franchi leurs cols, je l'ai retrouvé chez Rousseau, en partage d'émotions et de compagnie. Et comme c'est aussi le dogme infrangible de Stendhal, voici forte cohorte.
Curieusement, je n'ai cessé de croiser, de terre ou de disposition, d'intérêt intellectuel, esthétique, les chemins de Rousseau. J'avais découvert au Mont-Louis, fasciné par ce que l'enfant voyait par l'impseste splendide, une partition de Pergolèse copiée par Rousseau. Appris sa vocation de musicien, ainsi on pouvait aller des bois à la musique, une même beauté, dans le souci proprement humain et la réalisation, qualifiait l'herbier et la partition. Plus tard, je sus les engagements de Rousseau en faveur de la musique italienne, le primat accordé à la mélodie, importante rencontre. Cette orientation, d'autres l'emprunteront, ce goût, celui-même de Stendhal. Enfin, je ne peux sans ingratitude ne pas évoquer la précieuse hypothèse de l'homme à l'état de nature, si mal comprise avec tant de mauvaise foi. L'homme, c'est un homme à l'état de nature qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais. Saluer avec le respect l'admiration véhémente que l'on sait par Lévi-Strauss, parce qu'elle nous aide à construire un modèle historique, théorique de la société humaine. Pour ma part, c'est elle qui engagea mes longues, si plaisantes promenades en ethnographie, et celle-ci, sans doute, de détours en rebond, m'ont ouvert les espaces devenus si chers de la Laponie. Vous le voyez, les chemins de Rousseau, sous bien des formes, concrètes, pratiques, symboliques, sont les miens. Que leur diversité se soit accrue de tous ceux qu'ils ont croisés et qui les poursuivent, pour établir une topographie de l'âme, voire de l'être, de l'existence même, dans le choix de la vie au chant, dont Virgile avait fait entendre à l'enfant la noblesse et la poésie, assure de leur richesse, de leur qualité, je dirais, suscitative. En art, il dessine une constellation affective dont Nerval, Novalis et tous les jeunes gens qui déambulent sur les routes d'Iéna ou dans la solitude des bois à la fin du XVIIIe, mais aussi Brahms, Stendhal, Nietzsche, Stifter, Whitman, Walzer, Gustave Roux, Gracq, figurent pour moi les plus brillantes étoiles. Ce sont ces chemins, je veux le croire, qui m'ont conduit ici, sur ces rives devenues familières, dans cette cité de Genève, aimée et menée jusqu'à là. Je vous remercie. Merci Claude pour cette promenade. Et la discussion suivra. Je pense que beaucoup de choses viennent d'être dites. Une seconde voix, celle de David Bosc, dont l'idée du chemin est tout autre. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman de David Bosc, découvert cet été, c'est que pour lui, je dirais que la route, c'est beaucoup cette chanson populaire qui accompagne aussi Courbet dans ses derniers jours et dans sa passion créatrice. Il y a dans cette double présence de l'artiste et de la chanson populaire quelque chose de tout à fait magnifique et qui enrichit l'imagination. On sait heureusement que le roman de David Bosc est très lu, est très apprécié. Il est nominé pour plusieurs prix. Ça n'ajoute rien à la beauté de son livre, mais ça ajoute quelque chose au désir de faire connaître que peuvent avoir les prix en littérature. Et je pense que c'est un hommage à ce livre que ces multiples prix qui pourraient s'ajouter à votre livre, sans rien lui donner de plus, mais lui accorder une connaissance plus vaste et plus riche de ce monde d'aujourd'hui, quand même assez perdu et flottant. Je lui donne la parole. C'est davantage d'un
d'un baigneur que d'un marcheur dont je vais vous parler. Le roman raconte les 4 dernières années de Courbet sur le rivage du lac Léman. Et je vais commencer ma lecture par les premières lignes du roman qui décrivent la journée dans laquelle il a passé la frontière pour ne plus la repasser dans l'autre sens. De corps fatigué, avec sur ses cheveux comme une pelletée de cendre, 54 ans, les épaules chargées d'un sac, Courbet enquilla la rue de la Froidière, la barbe ouverte d'un sourire de bel entrain. Là où les pavés cessent, il se retourna, faisant se tordre l'écharpe bleue de sa pipe. Le jeune ordinaire, son élève, s'était noué sur le visage une expression bien grave, jetant de droite et de gauche des regards de sentinelle et montrant, c'était drôle, qu'il était paré pour la bagarre, l'héroïsme même. L'eau de la loue au bleu de l'aube a le renflement de l'huile. La maison ventrue du père y trempe de tout son long, niche dure mise à mollir pour les oies ou les coqs cigrues. Et Courbet prenait la route avec la confiance heureuse, impensée de qui a chez son père un port où faire relâche, un port salut en cas de gros temps ou de mortelle fatigue, un repère enfin, où se protéger du vacarme et du silence, même si la colonne Vendôme et les emmerdements, cette fois, l'en débusquaient. Au tournant, le vieux pont de Nain faisait les yeux ronds, lorsqu'une canne et ses petits vinrent lui tirer des larmes. D'Ornans jusqu'au carrefour de la Main, la route allait être longue, plus de 20 kilomètres en remontant la Loue. On sentirait peser le barda, les rouleaux de toile, la boîte de couleurs et de guingois, les 3 pattes du chevalet. S'il avait eu Jérôme sous la main, Courbet lui eut encore une fois tout collé sur le dos. Mais Jérôme était un vieux monsieur désormais. Il était à Flagey, le plus clair du jour à l'ombre d'un pommier. Sous le soleil levé, tandis que les créatures molles, les grenouilles, les escargots, les larves avaient regagné l'eau ou l'ombre et que les insectes secs montaient dans la chaleur à tous les promontoires, longues herbes, branches mortes, pierres du chemin, Marcel Ordinaire s'était défait de son foulard et de l'état d'alerte raide qu'il observait depuis son réveil. La marche tranquille avait eu raison de son plaisir à se croire le complice d'une évasion. Courbet trottait, respirait chichement, parlait peu. De loin en loin, il s'arrêtait, son bâton de houe droit comme un enfant. Ordinaire le voyait incliner la tête et du tuyau de sa pipe tracer dans l'air les limites d'un cadre, du ciel, des roches, de l'eau, des arbres, les jetons du grand jeu. Passé les champs de Montjezois, qui font plus de 1000 mètres à la merci du ciel, la route et la rivière se rabibochent. Des platanes, des chevilles l'une à l'autre jusqu'à l'entrée de Vuille-à-Fons. Ces platanes, pour qui vient d'un pays d'eau rare, font d'abord l'impression d'être malades. Leurs branches ont des hésitations de chênes, des fléchissements de saules pleureurs, mais c'est ainsi qu'ils prospèrent à l'humide, avec des plis d'inutiles remous. On vit passer un tombereau de pierre que tirait un cheval aux yeux bandés. Sur son banc, le carrier se balançait d'avant en arrière, on ne salua pas. Dans les gorges de Noailles, entre Lodz et Moutier-Haute-Pierre, Courbet jeta son sac et se déshabilla. D'un geste lent, genoux fléchis, tête baissée, les 2 mains se saisissant du col par-dessus les épaules, il ôta sa chemise. Un pied déchaussa l'autre. Déboutonné, les pantalons s'effondraient comme un paquet de tripes. Il avança tout nu, ayant cette nudité moindre, atténuée des gens gros, et se jeta dans une sente mêlée de cailloux avec des enjambements de ronces, des racines déterrées. La dévala comme s'il avait encore au pied ses galoches. Ordinaire, tout habillé, le suivit sans réfléchir, glissa, tomba sur les fesses, jura, se fit mordre les mains par l'ortie aux dents fines. Furieux de s'être sali, il regagna le bord de la route, où d'ailleurs il n'aurait pas voulu laisser les sacs. Courbet sauta dans l'eau à la façon d'un cheval, le nez en l'air et la poitrine en avant. L'orage de la veille avait grossi la rivière qu'un encaissement de roches faisait tonique en toute saison. L'exultation du corps passait le premier froid, et un bonheur silencieux dont on serait la coupe, ce bonheur qui fait pousser un cri un peu américain, jeune et viril, pour jouir encore mieux du silence, passer l'écho,
et sourire à hauteur de libellule. Là-haut, sur la falaise, de l'autre rive, il y a des branches, comme des bras qui font signe. Après l'avoir tiré, perdu, piétiné, ils poussaient à présent leur ombre devant eux. Et le spectacle en était si baroque et caricatural qu'ils en rirent de bon cœur. Courbet remuait les bras, Ordinaire écartait les genoux, clopinant. On eût dit une gravure de Granville, un charançon à 3 pattes, replé, aux antennes disparates, et un criquet auquel ne manquait qu'un violon pour démarrer la femme. Sous la lumière mûre d'une fin d'après-midi, la route flatte le promeneur, lui fait des après-vous de jardinier du roi, le pays s'ouvre en livre d'heures. Cette lumière dorée allège la fatigue, rend désirable le pas d'après, et les suivants jusqu'à ce bouquet d'arbres et encore ce talus, ce pont en contrebas. Voici déjà le carrefour de la main. Besançon à gauche, Pontarlier à droite, et tout droit le chemin herbu en son milieu de l'auberge de Lavrine, le lieu du rendez-vous. Ordinaire avait repris son air conspirateur, alors Courbet lui dit « Nous allons boire », et il se mit à chanter. Ce même jour de juillet 1873, sous le même soleil, Arthur Rimbaud marchait le bras en écharpe, le pansement sale, sa poche débarrassée de l'ordre d'expulsion prononcé contre lui par un juge de Belgique, ordre qu'il avait froissé, lancé nonchalamment dans un fossé en eau, où il s'est épanoui, baveux d'encre à la façon d'un désespoir. Aussitôt franchi la frontière, quelle pauvre chose, une frontière. Un coup de tranchée sur quoi veille, en plein vent, des couillons pour l'exemple, les fils surnuméraires des longues tables de ferme. Il marchait depuis plusieurs jours, la tête chaude, roulant des phrases fâchées, indociles, prévenu désormais contre les vers exacts, les fauchant avant même les mystiches, ne jamais plus retomber sur ses pieds. Il regagnait la ferme familiale à Roche, où la moisson allait bon train. Il allait y finir son livre nègre, son livre du fils maudit. Oui, très bien. Voilà. Ce que Courbet avait aimé par-dessus tout à la chasse, c'était le bond des bêtes. Et il ne l'a jamais aussi bien rendu qu'en les paysages, où nul gibier n'est visible, mais où vibre partout le saut de la bête qui vient de fuir, et le museau tremblant, l'oreille dressée dans les épines de celle qui nous voit sans encore être vue. Les heures avant la bête, avant les coups de feu, quand on progresse d'Ahon, avec de la neige à mi-cuisse, ne respirant qu'à travers la laine, l'air qui brûle. Soudain, le miroir blanc au fessier d'une biche. Un éblouissement, la forme d'un cœur. Le canon est resté à l'épaule peut-être, mais les heures de marche, d'affût dans le silence, seront préparées l'œil à saisir en un éclair l'essence du chevreuil qui bondit, sa beauté, sa trajectoire, son souffle. Le bond des bêtes, cette présence non figurée qui occupe, qui habite, qui hante les forêts de Courbet, ces toiles constaterait l'huissier, il n'y a ni homme ni bête. La tête cerclée de fer, Courbet marchait à la lisière d'un bois. À la première ébauche de sentier, il avait quitté la grande route et s'était mis à couvert. Débraillé, nauséeux, presque hagard après son mauvais somme, il n'aurait pas voulu faire la rencontre de quelqu'un. Des soulards ont de ces délicatesses qui les signalent d'ailleurs à l'attention des gendarmes. Ses pieds avaient enflé depuis quelques jours, obligeant à retirer les lacets de ses godillots, mais ça n'était pas douloureux. À sa gauche, le bois s'éclairait, montrait de plus en plus de ciel. Il en atteignit la pointe à la jonction de deux champs et dut s'arranger pour franchir la haie vive. Quand le jour décline, quand on se dépêche pour n'être pas surpris par la nuit, les barrières se multiplient. La haie d'épines mêlée de fils de fer qu'on a ravaudé sans cesse en pensant à la force enfantine des vaches fait au marcheur une impression d'hostilité. S'il trouve une chicane, un portillon ou une marche de franchissement, il se posera encore cette question au moment de passer. Suis-je sorti ou suis-je entré? L'intrusion a-t-elle cessé ou vais-je l'aggraver en avançant? Voici des vaches au point le moins ombreux du vaste enclos. Les animaux d'élevage ne savent pas que nous les mangeons.
La vache que le paysan pousse ne sait pas que nous allons l'abattre, que nous préméditons de la dévorer. A-t-on jamais surpris un murmure de mise en garde parmi les vaches? Aucun témoignage, l'information ne circule pas. Apercevant le gros homme, les bêtes se tournèrent lentement vers la sortie. Les veaux couchés se relevèrent. Courbet marcha dans la même direction. Les traces de sabots se resserraient en entonnoir jusqu'au grand portail. Une ficelle nouée, c'était là tout le sortilège qui maintenait captifs les monstres à cornes. Courbet eut un indicible soulagement à retrouver la route. Il s'assit sur le talus, ramassa une pierre et détacha de ses chaussures la terre qui s'y était agglomérée. Le sol dur et damé, le crissement des gravillons, quelle légèreté soudain dans la démarche. Le chemin descendait par degrés, lentement, avant d'entrer la tête basse dans une forêt de hêtres. Tout au sommet des frondaisons vert tendre, d'innombrables oiseaux réglaient leurs affaires d'oiseaux, amour, querelle, éducation, commerce. C'était là-haut les grands boulevards, au beau jour d'une ville populeuse. Je saute de quelques pages à chaque fois, mais vous l'avez compris. À la nuit, Courbet s'assit dehors comme il faisait souvent, sur le banc qu'on avait appuyé au mur nord du jardin. Dans la nuit, sans lune, ni feu, ni fenêtre éclairée, le peintre laissa monter en lui un doux chagrin de peintre. L'espace ne s'ouvrait, ne se disposait qu'à l'oreille, au nez. La brise, le bruissement des feuilles, une barque dont les amarres grincent, un grillon qui se tait soudain à l'approche d'on ne sait quoi, d'un campagnol, d'un orvé, l'odeur des ifs sur la gauche, l'odeur de la pierre qui fraîchit, et sous les pieds, celle du pissenlit qu'on écrase. Par touches, par notes longues ou vives, le paysage se compose, laissant le peintre son grand pouvoir de transposition. Courbet se prit à rêver d'une peinture noire, sonore et odorante. Le paysage tout autour du ventre. Dès la fin du fort hiver, Courbet avait barboté chaque jour au bord du lac, dans l'eau froide, mais à présent que le printemps allait finir, mûr, assouvi et dénoué, c'était tout autre chose. Des barques à voiles romaines appareillées dans le matin, pour une moisson de perches, de ferrats et d'ombles chevaliers. Ceux des lourdes barges à deux mâts, dont les voiles s'ouvrent en ciseaux à tondre, seraient en France en moins d'une heure. Ils y prendraient chargement de 2000 fois leur poids de pierres de taille. Aux quelques hôtes de la pension Siligue venus avec la saison, le gros homme au bain devait paraître ésotérique, et aux vieillards anglais remémorer le Gange. Les lavandières, ou plutôt les femmes qui faisaient leur lessive de bonne heure avant d'aller cuisiner, ou fourbir les cuivres des patrons, les femmes aux bras nus sur le rivage lançaient au peintre des bonjours. Elles savaient qu'en sortant, il viendrait les faire rire. Le paysage tout autour du ventre, des galérons gluant sous la plante des pieds, encore quelques mètres en avançant, et remonter enfin les orteils à la surface de l'eau. La légèreté, ne plus peser, ne plus sentir son propre poids, allongé face au ciel. L'eau vient au temple et fait aux oreilles un clapot qui marque le vivant silence. La leçon de Rembrandt avait été de mettre la nature à distance. Les champs, les chaumines, les chemins, les bêtes sages, un pont de bois sous la règle du ciel. Perdu l'innocence et la perfection de l'Éden, le paysage disait l'acceptation sereine du châtiment du travaillé. Un agneau tranquille dont les pattes sont liées. Millet révérait cette image du monde et il s'appliquait à la reproduire, mais tandis que Rembrandt montrait chaque figure humaine, reine de Saba, ou fille de ferme, enfant Jésus ou mendigo de Harlem, dans la sublime égalité des premiers âges, nimbé de la vraie gloire de ce qui est vivant, Millet, le bon Millet, inscrivait dans le corps de ces paysans leur soumission à tous les pouvoirs. Courbet, lui, n'acceptait ni la règle ni la soumission, en tout cas il refusait de s'en faire le répétiteur. Il avait vu quelques aspects de la démesure, plusieurs visages de l'incommensurable. Il était de ceux qui ne trouvent aucun sens à dire qu'une bête est emplie de noblesse,
qu'un arbre est majestueux, la forêt pareille à une cathédrale. Paysagiste, Courbet plongeait son visage dans la nature, les yeux, les lèvres, le nez, les deux mains, au risque de s'égarer peut-être, au risque surtout d'être ébloui, ravi, soulevé, délivré de lui-même, arraché à son isolement de créature et projeté, dispersé, incorporé au grand tout. Au premier pas dans la forêt profonde, on pressent qu'il n'y a pas d'autre côté. Fond des nuits, fond des corps, fond des bois, on ne s'enfonce que dans la profondeur elle-même, et la chose formidable que l'on cherche est partout. Il arrive qu'on la touche du doigt, sans y voir tout à fait, sans en être certain, à la façon d'un pêcheur à main nue qui sent le ventre d'une truite à l'instant même où elle s'échappe. Courbet avait souci de semblable aux tziganes qu'il n'avait lui non plus jamais vraiment quitté sa famille. Lui aussi, il avait vécu avec un sentiment heureux et plein de l'écoulement du temps, tandis que la plupart n'ont jamais considéré que leurs petits fragments, leur bout de chandelle. Quelquefois, pourtant, Courbet avait senti en lui de grands effondrements de la durée, l'effondrement de grands pans de temps qu'il avait laissés désemparés, qui lui avait aussi donné cette conscience de la mort mûrie sans laquelle, peut-être, on ne voit pas vraiment les visages ni le monde. Alors il avait peint des vagues pétrifiées. En 1869, il avait peint cette vague en point fermé sur une mer cimentée qui n'était qu'un pugilat colérique avec le temps. Courbet a médusé la vague, il en a fait une falaise, parce que certains jours, parce que les vraies vagues ressassent la beauté frêle de ce qui vient et meurt, et qu'on n'est pas toujours capable de le supporter. Un autre jour, cette même vague n'est que le mufle humide et noir d'une vache, un bon mufle de vache, et le ciel gris est fait de chouette. Mais quand l'obstination de l'eau ou de la sève se transcrit dans le cœur et vidé comme l'inépuisable carburant de la mort, alors on n'a plus pour la nature la tendre indifférence des immortels. On prend pitié de soi et de ses semblables, en souriant au petit raffut du hérisson sous les feuilles, aux branches nouvelles, rouges, élancées, d'une souche de saule, le bel osier qu'on coupe. Merci David pour cette magnifique marche avec Courbet dans tout le paysage et dans le grand tout. C'était une très belle autre image et autre bienfait du déplacement dans le temps, le lieu et surtout la joie de vivre. Je vais donner la parole maintenant à Joël Vernet, qui est un grand voyageur, lui aussi, comme Bouvier, un voyageur à petite allure, préférant le pas à tous les instruments de déplacement inventés jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, son œuvre est très vaste et elle est faite de beaucoup de petits livres, de tout petits livres, c'est-à-dire de choses pleines, mais de dimensions restreintes, de façon à ce que le temps puisse être vécu pleinement et en même temps complètement dans le continu, sans avoir à reposer le livre et le lire par étapes, comme en général, évidemment, il se déplace. Je vais vous lire quelques titres de ces œuvres, mais un des livres impressionnants paru l'an dernier est ce journal fugitif au Moyen-Orient vers Alep. Joël Vernet a vécu 2 années en Syrie et on ne peut s'empêcher d'avoir chaque jour à l'esprit la vie en Syrie et notamment à Alep. Et je pense que le voyageur
et la guerre était déjà là, a ce privilège de pouvoir raconter en arrière et en avant, et en même temps de donner vie à ce qui est en train de la perdre. Donc je pense que ce sont des livres extrêmement importants pour aujourd'hui. Je vous lis quelques titres de ces œuvres. De Lettres vives, il va lire un texte qui s'intitule « Vers la steppe » de 2011. Il a écrit un petit traité de la marche en saison de pluie qui nous rappelle Roux et qui, lui, évoque cette monotonie qui est quelque chose de fondamental dans le corps humain. Ou bien alors aux éditions d'Escampette, Lâcher prise, Visage de l'absent, Le désert où la route prend fin, L'ermite et le vagabond. Il y a donc bien d'autres titres, mais on voit que dans son déplacement dans l'espace, l'idée de l'homme est majeure, et celle d'un homme qui est pleinement lui-même. Je vais lui donner tout de suite la parole, parce que vous allez l'entendre, et c'est un grand marcheur. J'ai trouvé une phrase qui me plaît assez bien en lisant d'Autremont, qui a beaucoup d'humour. Christian d'Autremont, le grand arpenteur de Laponie. Et finalement, en lisant les autres, ça stimule. Et au fond, je me disais, je prends tout mon temps, dans la vie, je prends tout mon temps, mais je n'ai pas une minute à perdre. Je trouvais que c'était pas mal. Merci Doris pour nous avoir fait passer les frontières, là, hein, avec nos fonds littéraires et non pas nos fonds fiscaux, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux à partager. Et c'est vrai qu'en écoutant Claude et David, il y a plein de choses qui m'occupent, moi aussi, dans le même sens. Il se trouve que j'ai fait un petit bouquin qui va sortir en janvier, Marcher, ma plus belle façon de vivre. Et puis il y a ce petit traité de la marche en saison des pluies qui était un hommage à Gustave Roud, qui avait fait un petit traité de la marche en plaine. Mais moi, contrairement à vous, Claude, je reviens d'Asie centrale, par exemple, et je ne suis pas un homme de la haute montagne, j'ai le vertige, et je ne peux pas faire d'alpinisme, je suis obligé de marcher en fait. Et alors, j'ai constaté que dans les deux textes, là, qui ont, si vous voulez, il y a le texte de David, je vais attendre que la marée éditoriale, enfin la rentrée, tout ça, la rentrée littéraire. Moi je cherche la sortie, alors mais c'est un grand livre parce qu'on le voit bien là, si vous voulez, les livres, au fond, les grands livres, c'est des livres où il y a de la vie, mais il y a surtout une langue extrêmement précise, rigoureuse, rythmique, tout ça, moi ça m'enchante. Et puis évidemment, depuis plusieurs semaines, je tourne, quand j'avais 17 ans, j'ai vécu dans une ferme jusqu'à l'âge de 20-25 ans, hein, donc je connais bien le milieu agricole, dans un coin perdu de la Margeride, dans un milieu finalement extrêmement modeste, hein, un peu comme sur les plateaux anatoliens. Et j'avais 16 ou 17 ans, et la voie de l'Ardennais qui traverse vos textes, elle m'était aussi parvenue. Et je me rappellerai toujours, je ne savais pas comment j'allais orienter ma vie à 16-17 ans, j'étais au lycée, au Puy-en-Velay exactement, ville ultra-catholique, et je piaffais d'impatience, et je me souviendrai, il y avait longtemps, il y avait un foirail, il y avait encore à l'époque des foires extrêmement importantes dans mon village natal, et il y avait tous ces maquignons avec ces troupeaux de bêtes, et qui dégageaient énormément de poussière, et moi j'avais 16 ans, et je me disais, Joël, il faut que tu te barres d'ici, tu ne peux pas rester là. Et plus tard, j'ai trouvé d'autres campements ailleurs, dans le nord du Mali, où tout ça, espèce d'appétit, de découverte, mais tout ça n'est jamais vraiment, en tout cas n'est jamais, je dirais, programmé, et surtout pas, c'est jamais programmé pour la littérature. La littérature, elle vient après coup, comme disait le grand Nicolas, quand on est bien lessivé et qu'on rentre à la maison, il faut aussi un lieu. Pour ma part, je ne séparerai pas le voyage lointain du voyage proche. Tout autour de la maison, on peut faire des très très belles choses. Alors, la vie tremblante. Il m'est arrivé parfois de connaître la paix dans une chambre au-dessus de la mer, dans un pays de l'étranger,
ou dans mon ermitage juste au-dessus de la vallée du Rhône, et la beauté du monde, ce qui m'en semblait être le sceau ultime, me submergeait, provoquait en moi une folle joie que les mots peut-être avaient pour mission de dompter. Les mots filaient alors sur la page à la vitesse de la lumière, et j'exultais, après les années de panne, les hivers de sécheresse. Sous mes yeux se dessinait non pas le destin tout tracé, mais au contraire les chemins buissonniers qui m'avaient conduit du village natal à cette vie tremblante que j'ai toujours tenté de célébrer à ma manière. J'ai un faible pour la vie fragile, pour toute chose innocente, pour la levée du soleil sur les corps et la terre, pour ce qui est mouvement, espace, déplacement. Cette ivresse du dehors, je la dois à tous les miens qui ont si peu bougé, qui ont gardé ce lien avec la terre et le ciel et qui m'ont guidé sans le savoir à accomplir mes chemins. C'est à la beauté du monde que je suis redevable et à rien d'autre, même si l'histoire souvent a planté ses poignards dans nos reins. Osons ouvrir les yeux, soyons vivants sur la terre et ne demandons l'autorisation à personne pour marcher le nez au vent. Passer un col, les jambes englouties par la neige, puis plus tard, alors que tant d'années ont glissé sur nos épaules, se retrouver comme un enfant devant toute chose. Rien de plus riche que ce regard vivant et, toucher de la main, les feuillages, les bruissements du vent, la chute du soleil, le vol du Milan. Voilà ce que sont mes modestes essais devant ce monde bien plus grand que nous et que nous avons le devoir de protéger. Oui, franchir un seuil est déjà pur émerveillement. Je salue la fleur sur la marche de l'escalier et cette reine se penche pour me laisser passer. C'est là ma seule gloire, aller dans le monde inconnu. Alors je vais vous lire un petit passage au début de Vers la steppe, qui est une métaphore et qui aussi témoigne en filigrane d'un voyage dans le nord-ouest de l'Ouzbékistan vers la mer d'Aral, et puis autour de ma maison aussi, parce que tout se mélange quand on revient chez soi. La tache du soleil sur le mur est un signe, tout comme l'oiseau minuscule dans l'arbre, le cou zébré de rouge, me regardant impassible franchir le seuil. Je suis parti à l'aube marcher vers la montagne. J'aperçois son versant sombre, première page du ciel et de la terre, manuscrit de la boue et de l'air, manuscrit qui n'a plus de lecteur. Seuls peut-être des enfants, des vieillards ou des fous penchent encore leur beau visage vers ce palimpseste. Les nuages vont, ne se souciant de personne, promenant dans le ciel cet obscur alphabet qui aimante les yeux. Je voudrais être dans ce mouvement, toujours, avec le bruissement du vent dans les feuillages, dans ce cuivre si vif de l'automne, tandis qu'un chevreuil pourchassé remonte le pré à perdre haleine, cherchant désespérément des yeux une issue. Je suis cette bête qui va disparaître dans la profondeur des bois, laissant goguenard le chien qui la flaire, les cuivres et toute la lumière du monde. Être ce regard qui vous regarde, bienveillant, calme et soucieux, soutenu par cette inquiétude qui n'est jamais un poids, plutôt une éclaircie, une question légère. Le monde veut balayer ces images de bonté. Oui, savoir que l'on est avec les autres de ce côté-ci des forêts, des champs et des bois, muni de l'espérance bien plus vaste que toute éternité. L'éternité est dans cette lumière de l'instant qui entre sous les portes, qui vous prend le cœur et l'arrache, le jetant aux orties, traversant avec lui l'enfer ordinaire qu'il est bien de connaître pour mesurer la ferveur ou le mensonge de toute parole. Oui, chaque parole devrait être éprouvée. Il en serait fini des bavardages. Les bavardages sont un poison, les ricanements des coups de poignard. La parole est morte sous le poids de cette folie courante qui est que les mots n'ont plus aucun prix. Celui qui veut sauver les mots doit se tenir loin du monde. C'est alors une toute petite vie que la sienne, une vie insignifiante. Pourtant, il n'y a pas de plus grande existence que la vie minuscule. D'ailleurs, toute vie n'est jamais qu'une petite vie, fût-elle exemplaire. Nous n'aurons jamais rien d'autre que chacun de nos jours, et je ne crois pas au beau tombeau des nuages, au paradis.
Le seul paradis est celui que nous foulons à chaque instant, la terre sur laquelle nous marchons. Mais la peur nous déporte tellement de ce paradis-là que nous en sommes devenus aveugles et avides. Malgré tout, une force nous demande de voir dans cette nuit, de nous abandonner un peu aux lentes formes de la douceur, de ne pas laisser cet appel à l'abandon quoi qu'il pût nous en coûter. Écrire est à ce prix-là, un labeur et une insouciance qui n'octroient aucun gain, faisant la part belle à l'inutile, à l'insignifiant. C'est en pure perte que nous écrivons, sans savoir jamais vers quel cœur cette étoile s'en ira. Un livre est toujours plus vaste que l'enclos qui en sert. Un vrai livre prend feu quand un lecteur en ouvre les pages. La femme, dans son silence, murmure cela à mon oreille, et je lui suis reconnaissant de m'avoir fait don de ce trésor précieux qu'aucune langue jamais ne saura suffisamment dire. L'essentiel est un secret impartageable. Un vrai livre est un pays où habitent des êtres vivants que traversent la joie et la douleur. L'humble dialogue avec le soleil nous comble et nous aimons sa lumière sur les pierres, sur les ruines des époques d'antan qu'ont traversé les bruissements de temps d'été. Nous aimons le jour qui parvient tout juste à la lisière des sous-bois où nous nous engouffrons le cœur léger. Le silence est tout à nous dans la pénombre et nous aimons sa voix qui monte des mousses, de l'humus, de la faible clarté. Le corps est à l'écoute de ce qui ne s'entend plus nulle part dans le monde. La douce pluie, à travers les feuillages, nous offre un concerto inégalable. Un tronc contre la joue nous apaise. La sève de la terre se mêle un peu à notre sang. Et c'est ici, en ces endroits perdus, que je viens cueillir des forces, près de ces grands blocs de granit qu'enveloppe la forêt. L'enfant aime aller avec moi vers ces sources de nous seuls connus. Et nous jouons avec les branches mortes qui sont comme des animaux vivants. Un pépiment dans le creux d'un arbre, 3 oisillons appellent la béquée. Un grand bruit d'ailes dans le noir tourmenté des fêtes, un rapace s'envole. Un chant presque inaudible, celui d'une mésange qui nous poursuit dans cette faible lumière des sous-bois où le temps s'est rompu. L'enfant est un ange qui me conduit par la main vers l'inconnu. De temps en temps, un éclat de rire ou de stupéfaction. C'est la vue d'un champignon qui s'abandonne à nous. Parfait dans cette solitude matinale où nous puisons tant de fraîcheur. Qui se souviendra jamais de ces sortes d'escapades sans envergure qui nous hissèrent pourtant au sommet d'une joie infinie? Hommage à ces faibles instants que la rumeur du monde n'a pas retenus. Hommage à l'herbe foulée, aux arbres solitaires sur la crête des prés. Hommage à cette brève durée qui ne reviendra plus. Je vais vous lire quelques pages de Rumeurs du silence. Je vois plus de lumière dans les plis d'un visage que sur tous les tableaux du monde, fussent-ils les plus grands. Et je voudrais parler une langue d'avant celle de l'alphabet, pure comme un bégaiement. La lumière est cet alphabet éternel. Quand je vois son visage, celui-ci semble me dire tout simplement que la beauté est invincible, qu'il n'y a pas lieu de se réjouir des drames de cette vie, que seule la rage ou la colère peuvent surgir si l'on piétine quelqu'un ou quelque chose de plus faible que soi. Je hais leur regard de menteur, leur soif de piètres commerçants, l'or qu'ils ont jeté pour endurcir les cœurs. Je préfère les roses qui sont les plus pauvres fleurs ou les genêts des terres de mon enfance. J'aime les nomades qui n'ont pas de maison, les pauvres des 5 continents, tous ceux qui ont le cœur sur la pomme. Cette leçon est celle de la mort que nous connaissons si mal. Ma grand-mère, veuve à 35 ans, a vécu jusqu'au bout de cueillette, autant dire dans la misère noire. Pourtant, dans mon enfance, la pure lumière enveloppait chacun de ses gestes. Elle fut une reine sans le savoir. Elle vivait dans un village perdu qui n'est perdu qu'aux yeux des hommes, pas à celui de la grâce, au bord des bois, son plus long voyage l'amenant chaque jour à l'église, à 100 mètres à peine de chez elle.
J'avais toujours le sentiment qu'elle s'en allait pour ne plus jamais revenir, le Dieu auquel elle croyait follement, la retenant près de lui. Et moi, j'attendais dans la chambre du silence où je me saoulais de lecture, contemplant aussi les cartes jaunies du plafond. J'inventais là mes voyages futurs. J'aimais ce rien qui était l'immense, mais je ne le savais pas. J'étais recouvert d'ignorance. Il est beau et bon parfois de se sentir très bête. Dans la solitude de ce village, j'ai entamé mon tour du monde. Pour cela, il me suffisait de m'asseoir sur l'escalier de granit qui montait jusqu'au seuil de notre maison. Le lointain commence là où on le voit. Une très grande dame a marché solitaire dans un village du bout du monde. Être écrivain pour dire cela, ce serait déjà un miracle. J'ai rêvé, enfant, de devenir cet écrivain-là. Quand la mort est venue la prendre, elle ne nous a rien dit. J'ai vu une dernière fois son beau visage dans le sombre d'une chambre où des proches étaient au garde-à-vous. Une lumière d'or nous illuminait tous, et ses deux mains, croisées sur sa poitrine, nous désignaient tout simplement à l'immense. Elle avait porté le monde dans ses deux pommes. Chaque matin, je reçois le bonjour d'un lézard sur le seuil de la maison, dont les portes restent ouvertes sur le jardin. À leur guise, vent et soleil entrent et sortent. Il en est ainsi de la lumière, de mes pensées. Le lézard me regarde dans les yeux quelques secondes, puis regarde le ciel où le bleu est si pur. Son corps est souple comme un nuage. Il détend ses pattes minuscules afin de laisser glisser les heures sous son ventre. Il connaît par cœur la leçon du jour et sait ainsi que l'attente est vertu. Sa peau regorge de soleil. Rien ne le dérange plus sauf une pauvre fourmi qui veut grimper sur son flanc droit, en vain. Le lézard est le premier poème écrit sur la pierre du matin. Sous l'ombre qu'il dessine sans bouger, je lis les rigueurs de l'hiver dernier, où mon cœur était empli de neige, de mauvais souvenirs. Toute ma vie, je suis allé marcher sur les chemins, parlant seul avec le silence qui est un grand bavard. Au soir, rentrant à la maison, je ramène des sacs de brindilles, des poignées de lumière, des bribes récoltées dans la nature où l'on vit toujours, si l'on sait ouvrir les yeux, une belle aventure. C'est l'envol d'un papillon, l'éclat d'un bleuet, l'acrobatie d'un rouge-gorge, le chant rauque d'une abeille, la tuile qui se détache d'une cabane, la scierie à l'abandon au fond des bois. Mon labeur fut donc très simple. Revenir chez moi avec ses compagnons et leur demander de poursuivre leur merveilleux ouvrage sur la page. C'est le labeur de l'insouciance, d'un authentique travail d'artisan. Écoutez simplement ce cœur qui ne cessera jamais sa clameur. C'est ainsi que j'écris, sans écrire vraiment, en laissant ouvertes toutes les portes, en moissonnant des pans entiers de ciel. Voilà, je vous remercie. Merci Joël. C'est moi qui vous remercie. De cette lecture d'impression de voyage et de cette valeur éthique accordée à la présence humaine sur les routes, et quelle qu'elle soit, village, route. Voilà, nous sommes au bout de cette écoute de 3 voix fort différentes, mais qui toutes ont évoqué les chemins et ont certainement parlé à chacune de nos imaginations. J'imagine que ce serait agréable pour vous d'entrer en contact avec ces 3 personnes, et je vous invite à prendre la parole, soit pour vous exprimer vous-même, soit pour engager une conversation. En vous écoutant, j'étais frappée par la place que vous accordez tous, et à la frontière et à l'horizon. Et j'aurais été curieuse de vous entendre les uns et les autres sur le lien que vous tissez ou pas entre ces 2 lignes-là. Que ce soit la frontière politique, la frontière du chez-soi, le dehors, du paysage et l'autre.
et cet appel du monde, du lointain. Alors, qui s'engage? Moi, je veux bien dire que l'horizon est précisément pour moi ce qu'est la frontière. Ce qui affirme que la frontière est franchissable et qu'elle doit être franchie. Et qu'elle est sans cesse, et en même temps qu'elle existe. Nous savons qu'elle existe. Ne serait-ce qu'au plan matériel, les frontières, la montagne est une frontière. La forêt dense est une frontière, et cependant, il faut la franchir. Et à la fois, elle nous appelle, elle est un défi, et elle est une promesse. Et l'horizon est pure, nous avons des frontières en frontière, et que nous ne pouvons être enfermés, nous pouvons être limités. Donc c'est un espoir. Et puis, personnellement, c'est aussi une tension. C'est une tension dans les états échec. Ça va? Merci. Ça va mieux? Ah oui, parce que oui, ça j'y ai pensé, mais j'ai pas envie de dire. C'était assez pénible. C'est mieux maintenant, ça va? C'est très bien. Bon, excusez-moi, je n'ai pas réalisé. Joël, tu veux? Il se trouve que tout récemment, j'ai découvert des zones frontalières qui m'intéressent beaucoup de l'Europe de l'Est, l'Ukraine, la Moldavie. Et j'ai lu des livres de Claudio Magris, je vous invite c'est magnifique, sur tout ce travail frontalier. Là, et puis il parle du fils qui quitte le village. Il y a plein de choses qui m'ont beaucoup touché chez ce Magris. Il est beaucoup plus cultivé que moi, il a une culture encyclopédique, mais c'est fort parce qu'il mêle la richesse culturelle. Moi, la frontière, je vais vous dire tout modestement, je vivais donc sur les plateaux de Marjorie, qui sont à peu près à 1000 mètres d'altitude, et on vivait un petit peu comme en autarcie. C'était encore une époque de l'agriculture où mes grands-parents n'ont jamais vu la mer, par exemple. C'est une chose qui est impossible à imaginer aujourd'hui. Et c'était une région où j'étouffais. Et non pas que les paysages, j'aimais ces paysages, je les aime toujours, j'avais quelques amis là-bas, mais néanmoins j'étouffais parce que j'avais 16 ans. Et il y avait tout à côté le département de la Lozère. Vous connaissez la Lozère? Vous avez entendu parler? Eh bien, si vous voulez, il y a une borne, elle existe toujours, et j'aimais passer cette petite frontière départementale. J'avais l'impression que j'allais respirer l'air de l'Atlantique, là-bas, pourtant nous étions assez loin de l'Atlantique. Mais ça a été mon premier passage à pied de frontière. Et ensuite, j'ai passé, d'ailleurs, dans le journal fugitif, je raconte, j'ai fait un passage de la frontière syro-turque dans des conditions assez dangereuses, parce que j'ai passé une voiture, je suis rentré en voiture clandestinement avec des fausses plaques d'immatriculation, etc. Donc ces lieux frontaliers, ces petits postes de frontières où on ne passe jamais personne, où sont archivés encore à l'encre manuscrite, comme sur certaines postes de la frontière syro-turque. J'ai visité des postes frontières où on me demandait même de rester là pour leur tenir compagnie plusieurs jours, etc. Il y avait encore des fichiers à la main, tout ça est très impressionnant. Et il y a dans ces sortes de no man's land quelque chose de nonchalant, de débonnaire, d'un peu désœuvré, pas partout, pas aux États-Unis évidemment, quand vous arrivez à New York. Mais bon, dans ces pays-là, si vous voulez, il y a quelque chose d'étrange, on passe à pied, c'est lent, vous ne savez pas si vous allez pouvoir passer, même si ça sera ouvert. J'aime bien ça, ce sentiment de... voilà, ça ne me sépare pas, ça m'ouvre au contraire. Moi, j'aurais un appétit des frontières pour aller voir de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur cette question qui est générale? Parce que là, vous restez très réaliste sur le problème, mais par exemple, l'écriture,
c'est le passage d'une frontière aussi, et de quoi? Et ça mène où pour vous? Pourquoi vous écrivez? Est-ce que c'est parce qu'il y a une... Oui. Moi, ce que je dirais en entendant mes deux camarades, on sent qu'il y a une interrogation du cosmos que l'on partage, parce qu'on vit la même époque, il y a des choses qui nous interpellent. Et ce qu'on sent, si vous voulez, c'est, je ne sais pas seulement mon travail, mais pour le leur, il y a une précision, il y a une rigueur, il y a une précision, et il y a quelque chose de, si vous voulez, de musical, parce que moi, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai grandi dans la langue occitane, et donc il a fallu, si vous voulez, au fond, avec les 26 lettres de l'alphabet, il a fallu que tout un chacun on trouve une autre langue qui soit la langue française, simple, on n'utilise pas des mots très compliqués, mais en même temps c'est une autre langue. Et c'est tout le travail peut-être de l'écriture. Donc il y a cette frontière de la, je dirais, de la langue commune, qui n'est pas toujours satisfaisante, elle peut l'être, parce que moi les paysans ils parlaient comme des princes chez moi, ils étaient vraiment fortiches en langage, poétiques, ils savaient nommer les choses, les plantes, les objets, les oiseaux, etc. Mais après, il y a quelque chose à franchir. Pour, au fond, la littérature, c'est quoi? C'est du sens, c'est de l'humanité, et puis c'est du langage aussi. C'est du langage. La langue crée aussi des frontières, puisque quand on demande à un Basque quelles sont les frontières du Pays Basque, la réponse qui vient le plus fréquemment, c'est de dire que le Pays Basque est là où on parle basque. C'est mouvant, mais que cet emploi de... Et du coup, évidemment qu'il y a une cruauté politique et administrative des frontières, surtout quand on y est reconduit ou empêché d'entrer, mais une excitation d'enfant incroyable, surtout en Europe où les frontières épousent la géographie. C'est un col, une rivière et un passage de frontières quand on est gamin, c'est un grand moment. Et on a beaucoup perdu en Europe avec ces barrières toujours ouvertes, parce que ce petit moment d'attente avant le lever de rideau était quand même, quand on entrait en Italie, c'était quelque chose dont on se souvient tous, c'est formidable. Regardez d'autres noms, par exemple, j'en reviens à lui, à ce génie que plus personne ne lit, malheureusement, Christian D'Autremont. Lui, il a fait des très forts poèmes, des très beaux poèmes, mais ça n'a pas été suffisant. Il a fallu qu'il invente aussi une écriture peinte. Donc il allait faire ses logogrammes, ses logonages en Laponie et ses logogrammes sur... Donc comme Michaud, il était fatigué par l'écriture, lui il s'est cherché un autre langage. Est-ce que la marche impose un rythme à la langue? Parce qu'en tout cas, chez vous deux, ça m'a frappé. Il y a souvent des alexandrins ou des autosyllabes, et je ne sais pas si c'était une volonté de reproduire. Ça vient comme les poux. J'en enlève vraiment comme sérieux à la faux, une espèce de. Comme les haies chez Flaubert. Oui, pour les retirer. Même quand vous parlez de Rimbaud, les il y a vers des blancs, alexandrins. il y en a partout, mais c'est effectivement aussi un ronron dans lequel on rentre, qui est. Mais inconsciemment, je ne suis pas olympien pour un sou, donc je ne cherche pas à le dissimuler, mais c'est vrai qu'il y a des rythmes qui. Voilà. Le mot de 3 syllabes va succéder en dernier pour finir. Alors, quelquefois, je le repère, je le vire, j'en mets un de 2 pour casser et tomber sur 11. Mais c'est vrai que ça. Je le vois plutôt comme une vermine du langage. En vous entendant dire qu'on le réalise, quoi. Et vous aussi. Mais marcher, enfin Claude, je ne sais, mais moi je pense que si vous voulez, moi j'ai jamais eu, vous savez, il y a des écrivains qui ont des bureaux, qui ont un travail de 8 heures, Flaubert, enfin tout ça. Bon, moi je ne suis pas du tout comme ça, je ne suis pas Flaubert bien entendu, mais si vous voulez, chacun fait avec ce qu'il est, et marcher c'est quelque chose qui est important, parce que d'abord, il y a, surtout quand on marche seul, quand on est en compagnie, mais lorsqu'on est seul, ça travaille. Et comme ça, il y a quelquefois des choses qui viennent. Moi, je n'écris jamais dehors, même pas en voyage, mais
vous revenez à la maison, parce que c'est important aussi d'avoir un lieu qui vous protège. L'hiver, vous allez avoir chaud, vous allez pouvoir travailler dans plusieurs pioles, peu importe, mais l'importance de la... il y a quelque chose qui est clair dans la marche, c'est bizarre, mais peut-être pour d'autres ça ne fonctionne pas du tout, mais moi ça marche très bien. Et ce que je crois dans la marche, c'est que c'est plutôt le souffle qui crée ce rythme, c'est le souffle. Parce que c'est respirer, marcher, c'est respirer. Alors c'est le souffle qui justement a peut-être des rythmes, et peut-être que la poésie vient de ce que c'est la vie du souffle. Il y a quelque chose à voir entre le pas et le souffle, et l'écriture et le souffle, la voix. Donc c'est tout ça qui est lié dans l'expérience de la marche et de l'écriture, qu'elle se fasse hors de la marche. En général, elle ne se fait pas pendant la marche. Personne de nous va écrire en marchant. En revanche, lire en marchant, c'est possible. Donc l'écriture est justement une chose qui habite le corps, et qui est liée à tout ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Oui, le souffle et le rythme. Enfin. Ouais. Et puis, alors, plus je développerai, si tu veux, une autre image qui correspond à mon expérience. Le souffle, inspiration, c'est-à-dire, c'est cœur, c'est diastole, systole. Et moi, mon rapport au vide, c'est ça. Enfin, moi, et la marche, c'est ça. Parcourir aussi. C'est pour ça que c'est tellement important. Il y a une fermeture à quelque chose et il y a une autre ouverture. Et envie de cet aller et venir. C'est le rythme du cœur. Tout à fait. Et l'écriture, c'est pareil, parce qu'il y a, bien sûr, l'objet de l'écriture, le dessin, le parcours fixé à l'écriture, mais enfin, pour moi, il y a conjointement et indissociablement tout ce que ce projet, ce dessin, je dirais, exclut et refuse, bien sûr. Il y a les deux. Oui. Absolument. On ne peut pas écrire sur tout, quoi. Et puis, j'aime le resserrement. C'est ça la marche. Oui, et puis il faut accepter. Tout à l'heure, en venant, là, une anecdote, on a croisé, on cherchait notre chemin pour venir ici. Et on est tombé sur un gros fumeur de Havane. Il y avait un cigare comme ça. Et alors je lui demande où se trouve le 40 Grande Rue. Il me dit prenez l'ascenseur. Je dis non, je ne veux pas prendre l'ascenseur. Moi j'aime faire des détours. Parce que c'est substantiel le détour, vous comprenez? Parce que mes yeux ils vont voir des choses, mon corps, vous avez trouvé des petites choses, je les regarde. Puis on a rencontré Doris dans la rue. Parce qu'on est venu à pied, j'aurais pris l'ascenseur, je n'aurais rencontré personne. Et c'est tout ça, c'est que le fait de, vous voyez, si on pouvait rouler à bicyclette, vraiment lentement, tout ça, c'est génial, parce qu'on éprouve beaucoup mieux les choses que... Donc évidemment on a tellement rabattu ça en disant l'écriture forcément c'est organique, hein, mais pour moi ça suppose beaucoup de pertes, beaucoup de détours, beaucoup de d'attente, de flânerie, etc. Et c'est quand on fait rien que tout se passe. C'est étrange. Et si vous voulez vous mettre au boulot, ça vient pas. Mais on peut écrire sans se déplacer géographiquement. Oui, c'est-à-dire ce poète Bousquet, Joël Bousquet, que tu as appelé toi-même le voyageur immobile, je crois une fois que mais il écrivait quand même que s'il n'a jamais pu se rapprocher d'un groupe littéraire quel qu'il soit, c'est parce qu'il considérait que son écriture était l'écriture d'un malade.
et il ressentait qu'elle ne pourrait jamais l'emmener là où il voudrait parce que son corps n'y participait plus. Donc, ceci dit, on peut aller loin, mais il revendiquait le fait qu'il y avait une pathologie profonde dans son approche de la littérature. L'écriture, Oui. c'est-à-dire que l'immobilité. L'écriture. L'écriture, Oui, oui. oui. Mais la blessure, c'est aussi, il y a différents handicaps ou différentes raisons de rompre. Là, la maladie ou l'accident tel qu'il l'a complètement subi, a aussi eu des conséquences sur toute sa vision du monde et donc précisément aussi de l'écriture. Mais il y a un autre grand voyageur ici, Olivier. Oh non, mais moi Alors, qu'est-ce que tu penses? Je prends des notes. De manière active et... Non, quand vous parlez de frontières, moi, la frontière qui me vient à l'esprit, c'est celle que je traversais régulièrement en 1972 à Berlin. Et c'est une barrière que j'ai retrouvée récemment. J'ai été à Berlin et j'ai été stupéfait de voir toujours ce mur. Bien qu'il y ait maintenant une sorte de geyser architectural, moi je voyais toujours ce mur. Je ne sais pas très bien pourquoi. Ce qui est très amusant aussi, c'est qu'ils ont conservé des morceaux de mur un peu comme des pièces archéologiques. Oui, oui. Et si je devais parler de la frontière, moi je parlerais de cette frontière-là. Et vous faisiez quoi? Vous étiez en Allemagne de l'Est et vous passiez... Alors j'étais à Berlin-Ouest, Oui. mais j'allais très souvent à Berlin-Est, notamment pour aller voir le Berliner Ensemble, le groupe de Brecht, Oui, oui. dans le théâtre qui s'appelle la Volksbühne. Oui, oui, oui. Et c'était... Mais elle était très surveillée à l'époque, la frontière. Ah, c'était plus que ça. Ah oui, vous risquiez... enfin, ceux qui passaient clandestinement, ils se faisaient tuer. Ah ben, naturellement. Mais dans un sens, c'est à moi, et puis dans l'autre, on risquait de se faire chapeauter, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que chaque fois que je traversais la frontière, le hasard faisait que je rencontrais toujours une personne très sympathique et très attentive, qui m'a montré vraiment tous les bons côtés de la DDR, comme on disait à l'époque. Et c'est des dizaines d'années plus tard, quand j'ai lu un livre de Arnaldur Indridason, qui est pour moi un immense écrivain islandais, qui écrit des polars, mais pour moi c'est une littérature de haut vol aussi. Hein. C'est en lisant un de ses livres, L'homme du lac, que j'ai compris que cet homme si sympathique était un homme de l'Astasie. Et qu'il m'avait en quelque sorte chaperonné sans que je me rende compte. C'est un monde de la dictature, de la surveillance, de la peur, et de l'autre côté, c'était le monde de la naïveté. J'étais très jeune. C'est beau de passer des frontières très jeunes parce qu'au fond, on ne se rend pas compte de... Il m'est arrivé une chose un peu similaire en Tchécoslovaquie. C'était en 1979, à Noël 79, je suis parti tout seul là-bas. Et je sais qu'il y avait des Tchèques qui voulaient quitter, des jeunes, et ils risquaient leur peau ils voulaient passer en Allemagne de l'Ouest. Et c'était étrange, j'avais pris le train Venise-Vienne, Vienne-Prague. Et je me souviendrai toujours de ce passage avec des guérites, etc. C'était extrêmement impressionnant. Mais bon, quand on a 20 ans, au fond, on ne se pose pas de questions. Sinon, on restera à la maison. Non, merci. Oui, Nathalie? C'est quelque chose qui pose de revenir sur les citations que vous employez dans votre roman tirées d'archives de police. Oui. Sur Courbet. Oui. Elles ont été rassemblées par un historien veuvezan qui s'appelle Pierre Chessé dans le catalogue d'une exposition Courbet des années 80 à la Tour de Paix. Voilà.
donc c'est né de son exploration des archives de la police à Paris et puis des polices municipales que Courbet a réveillées en gueulant la nuit au bord du lac, en se baignant dans des endroits où c'était interdit et en étant à poil quand il fallait être habillé. Donc il y a des rapports comme ça, authentiques, que j'ai le bonheur à citer. Et je sais que Pierre Chessé est en train de préparer l'appareil historique de la grande exposition Courbet qui aura l'année prochaine à Genève, qui sera un très bel événement avec les collections de Montpellier qui vont venir, avec celle d'Ornans, celle de Yéniche, et ça risque d'être un très bel événement. Et combien d'années de travail ce livre? Ou 2 mois, je ne sais pas. Les 100 pages, 3 ans 3 ans. Petit matin, avant d'aller au bureau. Bravo. C'est magnifique. Et le trajet que vous décrivez, celui qu'il fait au début quand il passe la frontière, vous l'avez fait vous-même? Pas à pied. Pas à pied. Non. Je l'ai fait, mais en bagnole. En m'arrêtant tout le temps. Mais je ne l'ai pas fait à pied. C'est un peu compliqué de organiser, mais oui. Vous avez fait les repérages, comme on dit. Non, c'était pas assisté par Google Maps. Non. Je sais pas. Je crois qu'on peut vérifier. Ça, c'est quand même assez passionnant. Une fois que le texte est fait, qu'on veut s'assurer que c'est bien à droite, qu'on prend la rue de la Froidière pour aller au pont de Nahin. On y est passé, mais... Et puis, cette petite voiture de Google surmontée de 3 caméras qui a fait la France entière et la Suisse entière. Et vous vous promenez, vous pouvez tourner, regarder la façade. Donc pour vérifier les petites choses, c'est important. Si vous essayez d'imaginer une ville à partir de ça, ça peut être très drôle, parce que ça donne absolument pas d'idée de ce qu'est le paysage. Des petits contrôles comme ça, oui. Puis c'est bien que ce ne soit pas seulement les agents immobiliers qui s'en servent. Vous disiez tout à l'heure que vous n'écrivez pas en voyageant, donc vous écrivez au retour. Mais est-ce que vous prenez des notes? Et je voulais aussi vous le demander à vous-même. Est-ce que vous marchez, mais on peut toujours s'arrêter et le noter, remarcher, continuer, ou bien alors il y a la marche et puis ensuite il y a l'écriture? Non, pour ma part, je ne travaille jamais sur le motif. Pour rester dans le monde des têtes, absolument jamais. Bon, il m'arrive dans les villes de prendre des notes sur un petit papier, simplement des notes, disons, de repères, enfin, topographiques, c'est-à-dire qui sont incompréhensibles, sauf pour moi, rue machin, ou voilà, oui, au nord-ouest, ou des choses comme ça, mais sinon, jamais. Souvent, je travaille très longtemps après. Il y a un dépôt, si vous voulez, il y a un dépôt, et puis les lieux, leurs sensations ressurgissent. Mais et je pense, si vous voulez, que pour moi, je ne suis pas en train d'éditer des règles générales, mais que cette décantation, si vous voulez, est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Oui. Et puis bon, ça dépend aussi de l'objectif, enfin quel est le dessin. Moi, si vous voulez, l'anecdote ne m'intéresse pas. Donc, par exemple, ouais, c'est sûr que j'ai beaucoup, et je continue à parcourir beaucoup, notamment la Laponie. Bon, c'est évident que dans des raids comme ça, il y a toujours des choses. On peut raconter des tas de trucs. Enfin bon, le nombre de fois où on a failli mourir, enfin je sais pas, ça, bon, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, tout ça, l'émotion après retomber, et quand on est chez soi dans un autre contexte, jamais je travaille sur une grande distance, et même une épaisseur temporelle qui peut être importante, qui peut être très importante, qui peut attendre plusieurs années. Et pour moi aussi, c'est le garant de l'importance. Justement, de voir ressurgir en soi tout à coup
C'était donc tellement important. Et toi, Tari? C'est un peu similaire, c'est parce que je travaille du Claude. Mais par contre, il y a quelque chose que j'aime, que je ne prends pas, par exemple le livre sur la Syrie, je l'ai écrit, j'ai mis 7 ans à l'écrire. Bon, je ne sais pas si c'est un grand livre, mais en tout cas, il m'a coûté beaucoup de temps, mais je l'ai écrit des années après. Et je ne prends pas de notes, sauf quelque chose, et je vous invite à le faire si vous écrivez, si vous me le faites pas, c'est que sur des carnets ou sur des petits cahiers, il y a quelques fois, là, depuis les années 78, je prends des notes, c'est pas anecdotique, c'est des notes un peu, si je peux les qualifier de spirituelles, de méditation, mais des choses qui me touchent, et ça je le consigne. Par contre, c'est pas, j'ai publié un volume de ça, Le regard du cœur ouvert, mais si vous voulez, c'est pas un journal, c'est-à-dire que c'est un journal qui a retravaillé, parce que le premier jet, si vous voulez, c'est des notations qui sont pas, je ne sais pas si elles méritent d'être données au public, même retravaillées, mais en tout cas, elles ne le sont pas, elles ne mériteraient pas d'être données à l'état brut. Donc il y a un gros boulot, c'est-à-dire je réécris un journal avec ces notes-là, et ça maintenant sur des cahiers d'écoliers. Et puis j'avais un copain libraire qui me refilait des petits carnets d'Actes Sud là, que les libraires distribuaient gratos. Et alors là j'avais toute une collection et j'ai beaucoup écrit là-dessus, mais pas en voyage, pas devant les autres. Non. Je crois qu'il y a effectivement, il y a tout un... Vous voyez, en ce moment j'écris sur la Laponie, j'y suis allé 3 ans, j'ai pris aucune note, alors c'est tout un travail de mémoire, et c'est vrai qu'il y a un gros boulot de tri à faire, justement, pour que peut-être des images qui importent, ce que Bouvier a magnifiquement réussi, c'est pas le fait qu'il soit allé à l'autre bout de la terre qui en fait un grand écrivain, c'est qu'il a travaillé énormément pour arriver à trier et à poétiquement rendre compte de cette aventure, c'est admirable. C'est pour ça qu'il y a si peu de grands écrivains de voyage, parce que, si vous voulez, il y a beaucoup plus de livres de journalisme que de livres de... Enfin, moi, l'expérience que je fais de ces lectures, Bouvier, chapeau, c'est un grand. Mais, voilà. Et alors, justement, je disais à David, ils ont publié aussi un grand, chez Noir sur Blanc, Mariusz Wilk, qui est un Polonais qui vit en Carélie russe et qui est, c'est pas loin, bon, c'est peut-être pas la dimension de Nicolas Bouvier, puis c'est une autre expérience, mais c'est vraiment un auteur, vous voyez, c'est pas Sylvain Tesson, dont on a fait beaucoup de cas en France, qui est allé se placer 6 mois là-bas au bord du lac Baïkal. Je trouve ça absolument désastreux. Moi, ça me tombe des mains, et puis toute cette vie en spectacle. Et là, Mariusz Wilk, c'est vraiment une expérience de vie, c'est vachement fort. Ça a été moi un des grands. Il est russe. Il est polonais. Il est polonais, mais il vit en Carélie russe depuis 25 ans. Il nous a demandé il y a une quinzaine de jours de lui fournir un portrait de Bouvier. On lui envoie en Carélie et qu'il le mette devant sa petite fenêtre sans double vitrage à côté de son poêle à bois. Est-ce que parmi vous, certains connaissent l'écrivain François Augiéras? Oui. D'homme. Donne-moi une occupation. Augiéras, un auteur météore extraordinaire, publié chez Minuit, vous trouvez tout chez Grasset en collection rouge. C'est un des grands aventuriers du XXe siècle, surtout sur le Maghreb. Vraiment un auteur admirable. Et d'ailleurs, les Suisses, les Français n'ont même pas été capables de faire ça. Les Suisses et les Espagnols, grâce au peintre Barcelo, Miguel Barcelo, je ne sais pas, je prononce peut-être mal, ils ont fait, Barcelo joue le rôle principal d'Augiéras. Ils ont fait un film, les Suisses et les Espagnols, sur l'aventure picturale d'Augiéras, parce qu'Augiéras partait au Maghreb et peignait dans des blocos ou dans des grottes. Aujourd'hui, ces peintures sont très recherchées, et à mes yeux, c'est un des grands météores de la fin du XXe. Très fort. Alors là, c'est entre Kerouac et Genet, mais plus du côté de Genet pour la qualité d'écriture.
puis on voit que c'est un peu plus délié, c'est un peu plus... Très belle aventure. Alors, écoutez, je dirais qu'on pourrait continuer à voyager avec vous dans des contrées diverses et variées là, pendant des heures, mais nous allons devoir vous arrêter là. Et par contre, poursuivre la conversation Il y a la verrée. en bas autour de la